Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend, Emma. Très bien, bonjour. Bonjour, alors Bonjour, Emma. bienvenue à tous sur le forum de la formation vétérinaire. Moi je m'appelle Emma et du coup je suis la modératrice de cette conférence. Donc vous allez assister à la conférence sur le métier de vétérinaire en milieu rural qui vous sera présentée par Maxime Delsart et Yves Milman. Je vous laisse bien vérifier que toutes vos caméras et vos micros sont coupés. Si vous avez des questions durant la conférence, je vous laisse les poser dans le chat et je les regrouperai pour pouvoir y répondre à la fin de la conférence. Et cette conférence sera en deux parties. Il y aura une présentation d'environ 30 à 45 minutes et ensuite un temps d'échange pour répondre à vos questions. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Maxime Delsart et à Monsieur Yves Milman pour cette conférence. Yves, je Merci te laisse. Emma, merci Emma pour cette présentation. Bien, et puis bienvenue à tous dans cette conférence sur le vétérinaire en milieu rural. Comme vous pouvez le voir, donc on représente des vétérinaires travaillant en milieu rural. Donc pour ma part, plutôt avec des bovins, comme vous le voyez derrière moi, et pour Maxime, plutôt avec des porcins, à l'instar du sanglier que vous voyez derrière lui. Bien, donc on va démarrer cette conférence. Donc on vous fera un certain nombre de présentations. Donc comme vous pouvez le voir ici, effectivement, donc on est tous les deux des enseignants de pathologie des animaux de production dans le même département, production animale et santé publique ici à l'école vétérinaire d'Alfort. Et on va revenir justement sur les particularités de cet exercice vétérinaire. Vous verrez, il y a un certain nombre de présentations, d'illustrations. Il y aura des petites questions. Donc, les petites questions, je vais vous les poser tout à l'heure par l'intermédiaire d'un sondage. Donc, je vais vous mettre dans le chat comment y accéder, mais également, vous le verrez, pour ceux d'entre vous qui préfèrent utiliser éventuellement le QR code, etc., vous allez pouvoir utiliser ce QR code. Donc, je vous laisse éventuellement l'utiliser ou alors, après, donc je vous laisse quelques secondes là pour commencer de vous connecter. Et puis par la suite, je remettrai peut-être l'autre façon de vous enregistrer, de vous connecter au sondage. Donc vous l'avez dans le chat, hein. Donc c'est wooclap.com. Donc vous avez le nom en bas là, wooclap, voilà. Donc vous allez sur wooclap.com et vous tapez forum rural en toutes lettres en majuscules, FORUM RURAL. Donc pour ceux d'entre vous qui préfèrent passer comme ça, comme moi par exemple, forum rural. Voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous connecter. Je vous attends. Et puis le cas échéant, si vous avez des soucis, je pourrais vous remettre dans le chat les moyens de vous connecter à ce sondage ultérieurement, puisque je vous poserai, alors je crois que j'ai prévu deux ou trois questions dans le décours de cette conférence. Bien, donc on va aborder, on va démarrer tout de suite, hein, voilà, maintenant vous avez eu le temps de vous connecter rapidement. Et donc, on va tous ensemble démarrer le travail autour du vétérinaire rural. Qu'est-ce que c'est qu'un vétérinaire rural? Eh bien, c'est quelqu'un qui travaille effectivement dans un milieu, comme vous pouvez le voir, donc à la campagne, qui va souvent donc dans les élevages avec son véhicule, un véhicule en général équipé, comme on peut le voir ici, avec quelque chose de tout à fait traditionnel ou classique, hein, avec des tiroirs. Donc on voit en plus là le rôle du vétérinaire qui est pas juste donc de soigner des animaux, même si ça fait, enfin c'est vraiment le cœur du travail. C'est aussi naturellement de dispenser des conseils, notamment. Ça va être aussi d'aller dans les élevages, comme on peut le voir ici du côté droit, notamment ici en élevage allaitant avec des belles gasconnes, peut-être pour des vélages, on le voit là avec la véleuse qui est sur le côté, avec au passage un couloir de contention qui est plutôt pas trop mal ajusté, où on retrouve un couloir de contention en bas et cette fois-ci pour des opérations de prophylaxie, donc ça fait vraiment partie du travail de vétérinaire en milieu rural, et ou alors ça peut être par exemple pour les suivis de reproduction, comme on le voit là ici en bas à droite, avec des jolies fesses de blondes qui sont alignées sur le côté droit.
Alors, vous voyez effectivement ici 4 conditions d'exercice vétérinaire en milieu rural. Ça fait partie un petit peu de l'imaginaire collectif, hein, de l'imagerie d'Épinal. Mais en fait, un vétérinaire en milieu rural, c'est pas seulement ça. C'est aussi, par exemple, d'aller travailler sur d'autres espèces, en particulier ici des petits ruminants. Ici, vous êtes avec des ovins. Là encore, pour des opérations de prophylaxie. Alors, on a vu tout à l'heure des opérations de prophylaxie avec des prises de sang qui étaient faites à euh, au niveau des veines coccygiennes, donc autrement dit à la queue. Ici, vous le voyez donc avec une prise de sang au niveau des veines jugulaires sur les moutons. Ça peut être aussi des opérations autour de la reproduction chez les moutons, hein, toujours. On peut aussi travailler, et Maxime vous en parlera très bien tout à l'heure, en élevage porcin. Ici, vous voyez une vétérinaire en élevage porcin. On peut également être appelé, toujours en milieu rural, à travailler sur d'autres espèces. Ici, par exemple, sur un cheval qui s'est blessé, on peut être appelé à faire un certain nombre de soins. Et puis, là aussi, travailler sur d'autres espèces, et notamment sur des chiens en milieu rural. Bon, là, il s'agit d'un chien de chasse, mais ça peut tout à fait être aussi un chien de compagnie. Donc en fait, en milieu rural, Il y a quelqu'un qui a dû activer son micro. oui, merci, merci de l'avoir éteint, Audrey. Donc effectivement, donc on se retrouve ici avec un exercice qui est relativement varié. Donc justement, je vais vous inviter à répondre à ce sondage et à me dire d'ores et déjà qu'est-ce que pour vous représente l'exercice vétérinaire en milieu rural. Donc est-ce que c'est exclusivement la médecine et la chirurgie des animaux de rente, des animaux de production tels que les bovins? Est-ce que c'est exclusivement la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie? Exclusivement la médecine et la chirurgie des animaux de sport et de loisirs, ou bien un exercice varié sur des espèces d'animaux de rente, mais aussi de compagnie, de sport et de loisirs. Je vous remets le lien pour le sondage, pour ceux d'entre vous qui seraient arrivés un petit peu en retard et qui auraient raté le lien initial. Bien, on va regarder ensemble ce que vous avez répondu. Voilà. Et donc, effectivement, sans beaucoup de surprises, puisque je m'étais un petit peu auto-spoilé, vous avez parfaitement bien répondu, puisque la bonne réponse, effectivement, est en bas. Il s'agit d'un exercice varié sur à la fois des espèces d'animaux de rente, donc tels que les bovins, les cochons, les moutons, mais aussi sur des animaux de compagnie, tels que les chiens, les chats, ou les animaux de sport et de loisirs, tels que les chevaux. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, quand on dit exercice vétérinaire en milieu rural, on pense médecin des vaches, mais non, vous voyez bien que ça va bien au-delà maintenant. Alors on va poursuivre avec une très jolie image là, d'un peintre du 19e siècle, où là on arrive même à reconnaître les races de vaches. Et on va donc aller un petit peu plus loin sur ce que représente l'exercice vétérinaire en milieu rural. Donc comme vous l'avez un petit peu deviné déjà depuis le début, en fait c'est un exercice vétérinaire qui peut être extrêmement varié avec tous les types d'exercices possibles en milieu rural. Parmi ceux-ci, on a notamment l'exercice qu'on qualifie en général d'exercice en canine, où dans l'atlas démographique que l'Ordre national des vétérinaires dispense, enfin en tout cas met à disposition chaque année, on qualifie de AC pour animaux de compagnie. On parle généralement de canines, mais évidemment, il y a aussi des chats et pas seulement des chiens. Et puis aussi les nouveaux animaux de compagnie qu'on va retrouver, tels que par exemple des lézards, des rats, etc. Et puis vous avez toujours en milieu rural, des gens qui vont travailler en rural, donc animaux de rente, au titre de, euh, de cet atlas démographique. Donc, au passage, en milieu rural, vous avez des gens qui ont un exercice exclusivement canin, qui vont pas forcément travailler que sur les animaux, enfin que sur des vaches et des chiens, mais éventuellement que sur des chiens. Toujours en milieu rural, vous avez aussi des gens qui vont travailler en équine. Je vous rappelle quand même que les chevaux, ça vit plutôt là aussi dans des pâtures, il y a besoin d'herbe, etc. Donc c'est plutôt en milieu rural qu'on va retrouver des chevaux. Et puis, ils vont travailler aussi en filière. On a vu tout à l'heure une vétérinaire qui travaille en élevage de porc. Donc évidemment, là, il s'agit des filières porcines. Ça peut être aussi des filières avicoles dont Maxime vous parlera tout à l'heure.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que tous les mélanges sont possibles. On peut avoir des vétérinaires qui interviennent exclusivement en canine, exclusivement en rural, exclusivement en équine, exclusivement en filière, et puis d'autres qui vont travailler, par exemple, 2 jours par semaine en porc, et puis 3 jours par semaine dans les autres domaines, notamment par exemple en bovine, ou bien certains vont travailler le matin en rural, l'après-midi en canine, etc. Tous les mélanges sont possibles et on va parler de mixte, hein. C'est vraiment un terme qui est souvent répandu, et vous avez des mixtes avec prédominance rurale, mixtes avec prédominance canine, par exemple. Et maintenant, de plus en plus, les vétérinaires se regroupent dans des clientèles avec un grand nombre de vétérinaires. Alors, généralement 2, 3, 4, parfois 10 vétérinaires, même plus. Les clientèles de plus de 20 vétérinaires ont beaucoup augmenté. Fin 2023, elles étaient plus de 1000 clientèles, alors qu'elles étaient moins de 400 en 2020. Donc vous voyez une forte augmentation de ce nombre de clientèles qui accueillent un grand nombre de vétérinaires. Alors pourquoi finalement on a cette extension importante du nombre de clientèles avec un grand nombre de vétérinaires? C'est parce que ça présente un grand nombre d'avantages. Parmi ceux-ci, vous avez l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'au sein de votre clientèle, vous pouvez très bien choisir, par exemple, d'avoir votre mercredi ou d'avoir votre jeudi matin parce que vous allez faire du golf tous les jeudis matins, ou bien parce que le vendredi soir, vous allez au tennis, hein, n'est-ce pas Maxime? Et donc dans ces conditions, vous avez besoin de votre vendredi après-midi. Voilà. Et puis d'autre part, ça permet aussi au sein de la clientèle de vous spécialiser. Par exemple, si je travaillais dans une clientèle avec Maxime, Maxime, lui, il travaillerait sur les cochons. Moi, à côté, je ferais plutôt les ruminants. Et puis, on aurait un collègue qui ferait plutôt, lui, la canine. Et puis, deux autres collègues qui feraient peut-être un jour de cochon, 3 jours de vache et puis un jour de chien, etc. Et puis, on peut se spécialiser aussi au sens, non pas de filière, mais en termes de discipline. C'est-à-dire, par exemple, que vous pouvez avoir certains vétérinaires, notamment en rural, qui vont se spécialiser sur la reproduction, qui vont faire des suivis de reproduction très régulièrement. D'autres qui vont se spécialiser, par exemple, sur les aspects de parasitologie, qui vont être les spécialistes de la parasitologie au sein de la clientèle et faire à la fois, enfin, gérer en même temps le parasitisme des bovins, des porcins, des chiens, etc. Donc, c'est vraiment des gros avantages que de se réunir dans des clientèles à plusieurs vétérinaires. D'autre part, ça permet aussi d'avoir un appui et une entraide. Quand on est nombreux, c'est pas comme quand on est tout seul. Là, on est bien d'accord que c'est vraiment le fait d'être ensemble qui va vous permettre d'être plus fort et d'avoir, donc comme ils le disent notamment, il me semble au Brésil, hein, donc, dont le slogan est l'union fait la force, vous avez le fait que quand vous êtes avec d'autres collègues, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur demander conseil et vous pouvez progresser avec eux. En même temps, il y a souvent des journal clubs, des choses comme ça qui sont organisées au sein de la clientèle et qui vous permettent de continuer de faire de la formation continue et de vous progresser toute la vie durant. Enfin, aujourd'hui, vous avez la possibilité, bien sûr, de travailler en libéral en tant qu'associé, mais de commencer en tant que salarié avec une augmentation importante au cours de ces dernières années du salariat, hein, puisque on est avec du côté du salariat avec des gens un petit peu en augmentation au cours de ces dernières années. Si je ne m'abuse, la part des vétérinaires qui exercent en tant que vétérinaires salariés et non pas dans le secteur libéral est en nette progression, hein. Je crois qu'on est plus chaque année entre plus 5 et plus 10%. Bien, et donc pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur la taille des clientèles, vous voyez que maintenant la proportion des vétérinaires qui travaillent dans des clientèles avec 20 ou plus vétérinaires est vraiment être en forte augmentation. Puis vous voyez que les grandes clientèles aussi augmentent, hein, avec ici quelque chose qui est issu de l'Atlas 2024 de la démographie vétérinaire, donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir en ligne assez aisément, hein. Si vous tapez Atlas 2024 démographie vétérinaire dans votre moteur de recherche favori, vous allez pouvoir trouver ce PDF avec toutes les informations qui pourraient vous intéresser. Sachant que vétérinaire en exercice dans le DPE, ça signifie dans le domicile professionnel d'exercice, donc ce qui signifie tout simplement en français dans le texte, la clientèle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'exercice vétérinaire rural ou mixte? Sachant que, comme vous pouvez le voir, le côté mixte prédomine, hein. Il y a 2 fois plus de vétérinaires en mixte qu'en rural
pure, mais globalement, il y a quand même une baisse régulière des vétérinaires inscrits qui déclarent une activité pour les animaux de rente. On était à 16,3% en 2022, ça figurait dans l'Atlas démographique en 2023. En 2024, j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'information, donc je peux pas vous la donner. En revanche, je peux vous donner un petit peu la tendance de cette baisse régulière. On la voit justement dans cet atlas démographique. Et vous voyez, c'est la ligne grise que vous avez ici où on a globalement une tendance à la diminution du nombre de vétérinaires qui déclarent une activité dans le domaine des animaux de rente. C'est-à-dire que là, c'est vraiment assez tendu, hein. La plupart du temps, on a des vétérinaires qui partent à la retraite et qui exerçaient dans le secteur des animaux de rente, mais qui ne sont pas tous remplacés malheureusement par des jeunes vétérinaires qui arrivent sur le marché. Donc là, on a une tension importante, hein, avec beaucoup de clientèle qui peine à trouver des remplaçants. Donc pour continuer sur, la définition, les contours de cet exercice vétérinaire, en milieu rural, donc là, on a, une illustration là qui est issue là aussi de l'Atlas 2024 de la démographie vétérinaire et on voit que globalement, donc, ceux qui déclarent une activité exclusive en animaux de rente, bah, c'est un petit peu moins d'un quart des, vétérinaires travaillant en rural. On voit que par contre, c'est un petit peu plus du quart de ceux qui travaillent en rural qui vont travailler en mixte avec une prédominance animaux de rente. Et puis, à peu près la moitié des vétérinaires donc travaillent en mixte, mais par exemple en mixte dominante animaux de compagnie ou mixte dominante équine, etc. Donc retenons globalement un quart plutôt animaux de rente, un quart mixte prédominance animaux de rente et puis la moitié mixte avec une autre prédominance que animaux de rente. N'oublions pas que le vétérinaire rural, il est ancré dans les filières, il est ancré dans les territoires et c'est un acteur majeur de toutes ces filières que vous connaissez pour les voir peut-être régulièrement sur les produits que vous ou vos parents achètent au supermarché, donc avec des filières comme la viande d'agneau français, la viande ovine française, la viande de chèvre, la viande bovine française, le porc français, le lapin de France, la volaille française, et tout ça, donc ce sont des filières auxquels participent les vétérinaires. Bon, on va nous s'appesantir plutôt sur toutes les premières filières et un petit peu moins sur les dernières, mais rappelez-vous qu'il y a aussi par exemple les lapins de chair, qu'il y a les poissons, il y a aussi tout ce qui est coquillage, et là aussi, le vétérinaire peut être appelé à intervenir. Alors, ouais, merci aussi de continuer à couper vos micros, hein. Mélanie, j'ai coupé votre micro. Bien, donc pour continuer, l'élevage de ruminants en France, il évolue lui aussi en ce moment de façon très très régulière. Là, j'ai récupéré des chiffres clés des gros élevages bovins donc publiés par l'Institut de l'élevage chaque année. Et ce qu'on constate, c'est que progressivement, on a une érosion du nombre de détenteurs de bovins d'une façon générale. Donc une diminution du nombre d'éleveurs année après année qui continue de façon très 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 régulière avec un vieillissement de la population généralement des éleveurs. Et donc en compensation de ça, on a bien évidemment une augmentation de la taille des élevages. Les élevages qui sont donc de plus en plus grands, avec toutefois, donc, comme on peut le voir ici, une diminution progressive du nombre de bovins. Alors, plus marqué chez les vaches laitières que chez les vaches allaitantes, hein. Les vaches laitières, celles qui produisent du lait, les vaches allaitantes, celles qui correspondent à des races à viande. Et on voit qu'on est passé d'à peu près 20 millions de têtes de bovins, donc adultes, en 1995, à 30 ans plus tard bientôt, hein, à peu près à 16 millions d'animaux. Et on voit aussi quand même qu'on a une répartition régionale du cheptel, avec des régions qui sont beaucoup plus rurales que d'autres, telles que par exemple ici la Bretagne en tête. On en reparlera et en particulier Maxime tout à l'heure. Après, on a la Normandie, les Pays de Loire, donc ça c'est pour les vaches laitières. Pour les vaches allaitantes, on a la Nouvelle-Aquitaine avec des races telles que celles que je vous ai montrées tout à l'heure à l'écran, ou encore Auvergne-Rhône-Alpes, donc le centre, ou la Bourgogne-Franche-Comté, avec notamment ici la Charolaise. Bien, donc cet exercice vétérinaire rural français, eh bien, on va le retrouver partout dans le pays. Partout dans le pays, mais plutôt dans les régions d'élevage, et on va l'illustrer avec deux images. Donc pour les bovins tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, donc là les points verts, ce sont les clientèles d'une façon générale, donc les vétérinaires qui déclarent une compétence bovine. Donc là, c'est les points verts. Et puis vous voyez qu'en dessous, plus la couleur est foncée et plus
il y a d'élevage bovin dans chacun des départements. Et vous voyez qu'effectivement, on a les départements bretons, les départements normands, les départements des Pays de Loire, qui sont très riches et très denses en élevage bovin, et où on va avoir une forte concentration de vétérinaires exerçant en milieu bovin. De la même façon, vous avez dans le centre de la France, donc Auvergne-Rhône-Alpes ici, puis un peu en Aquitaine également, des élevages, enfin en tout cas une densité d'élevage assez importante, et forcément et fatalement, vous retrouvez beaucoup de vétérinaires exerçant dans le domaine bovin. Ça, c'était l'Atlas de 2022. En 2024, bon, ils l'ont un petit peu modifié, mais on retrouve cette concentration des vétérinaires exerçant en bovine dans les élevages, enfin dans les zones où il y a des élevages bovins. On retrouve la même chose dans d'autres régions, telles que par exemple ici, enfin dans d'autres espèces, pardon. Ici, avec les élevages ovins et caprins, avec des vétérinaires qui ont une compétence majeure ovin-caprin dans ces zones. Voilà. Et puis, donc, on le retrouve ici aussi avec les ovins, plus particulièrement. Je trouve que c'est un peu plus lisible sur cette carte de 2024. Et après, je vais laisser la parole à Maxime, qui va vous parler des vétérinaires qui interviennent dans les filières, avec notamment les volailles et les porcs. À toi, Maxime. Merci. Alors, j'étais en train de parler beaucoup dans le chat. J'ai changé beaucoup dans le chat. Merci. Donc, je vais te laisser peut-être le chat pour répondre aux questions qui arrivent, qui sont fort Ok. intéressantes. Donc, oui, moi, je vais vous parler d'un métier que vous connaissez peut-être pas. Et par contre, Yves, je te demanderai peut-être de me faire passer les diapos, vu que tu es en partage Bien sûr. d'écran. C'est le métier de vétérinaire en production porcine et en production aviaire, qui sont des métiers un petit peu originaux, qui sont pas, qui sont pas dans l'image commune que l'on a du métier vétérinaire et qui sont des métiers qu'on appelle le vétérinaire de filière. Moi, par exemple, j'ai fait 20 ans en filière avant de rentrer à l'école vétérinaire en tant qu'enseignant-chercheur et j'ai exercé pendant 20 ans en production porcine. Et ce sont des métiers passionnants. Alors, vous allez voir tout à l'heure que ça ne concerne pas énormément de vétérinaires en France, mais ce sont quand même des vétérinaires en milieu rural, comme a dit Yves tout à l'heure. Donc, ce sont des vétérinaires qui vont intervenir dans des filières, c'est-à-dire des structures, des organisations qui vont s'occuper à la fois de la production, mais aussi de l'abattage et de la commercialisation des animaux. Et en tant que vétérinaire dans ces productions, on va s'intéresser à plein de choses. Alors, vous voyez ici, j'ai fait des petits schémas représentant un cochon et une poule à droite. Et bien sûr, on va s'intéresser à la santé animale, puisque c'est le cœur de notre métier, mais on va s'intéresser à plein d'autres choses, à la génétique, au bien-être, à l'environnement, à la pharmacie, mais aussi à la logistique, je vous en parlerai tout à l'heure, à la logistique des transports. Et en clair, on est au cœur de la filière pour essayer de faire progresser ces filières en termes de santé, mais aussi en termes de bien-être. Alors, Yves, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre peut-être la main pour projeter. Enfin, on va peut-être essayer de voir si ça marche de ton côté, mais j'avais prévu une petite vidéo. Vous allez nous dire dans le chat si ça fonctionne ou pas. Yves, tu peux lancer la vidéo parce que juste avant de lancer la vidéo, j'ai demandé à 12 copains, 12 collègues de la filière porcine, pourquoi ils aimaient ce métier. Et je leur ai demandé cette question-là en disant, sans réfléchir, en 10 secondes, dites-moi ce que vous aimez dans votre métier de vétérinaire porcin. Et voilà ce qu'ils répondent. Vous nous dites juste si vous entendez le son, sinon je partagerai mon écran. Merci Yves. C'est parti. Dis-moi si vous entendez. On n'entend pas le son, j'entends pas Mélanie, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la D'accord. main, Yves, Ça marche. et donc je vais lancer la présentation. Alors juste laissez-moi une petite seconde que mon ordinateur veuille bien le faire. Voilà, on va demander à monsieur Teams de faire un partage. Enfin, moi, j'en étais encore à la diapo sur les ruminants, Yves. Donc, je vais. J'ai un peu de retard sur toi parce que je répondais aux questions. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Yves, tu confirmes? Oui, J'ai normalement inclus le son. Je lance la vidéo. Et s'il n'y a pas de son, Yves, je te fais confiance. Tu me dis que si tu l'entends pas. tout de suite, oui. C'est parti. Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est l'approche de médecine de groupe et surtout le travail en équipe, avec des équipes Maxime, j'entends, mais je ne vois Ce pas. qu'on Voilà, aime dans ce ça. métier, c'est le côté médecine de population, approche Ah, ok. groupée d'un lot d'animaux et pas seulement d'un animal individuel. Et puis de sortir un petit peu du rôle de pompier pour prendre un peu de recul
voire la partie notamment épidémiologie. Donc, j'aime mon métier, qui est vétérinaire en production porcine, pour les échanges que l'on peut avoir avec notamment les éleveurs, mais également tous les interlocuteurs des filières. Et c'est un métier très varié. Ce que j'apprécie particulièrement dans mon métier, c'est la médecine et tous les moyens analytiques qui sont à notre disposition, et ainsi que tout le travail en équipe, en fait, avec tous les techniciens, les spécialistes des différentes structures avec lesquelles on travaille. Moi, j'aime bien être vétoport parce que c'est un travail d'équipe avec différentes corps de métier qui permet d'avoir des élevages qui vont bien et de la bonne viande. Alors pourquoi j'aime mon métier de véto, porc, parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'intéresser à la fois à de la médecine, de l'épidémio, de l'analyse, faire un petit peu de tout, et qu'on a une grande diversité au quotidien qui rend le métier hyper intéressant. C'est pour dire que en fait, ça fait 30 ans que je suis dans le métier et que je compte bien encore aller jusqu'à la retraite. En fait, j'adore ce métier. Et ce que j'aime bien dans ce métier, c'est d'essayer d'accompagner au mieux cette activité qu'est l'élevage de porc, en prenant en compte bien sûr les intérêts de la santé publique, essayer d'aider l'éleveur à résoudre ses problèmes, et puis en faisant un travail d'équipe avec lui, et puis bien sûr prendre en compte le bien-être des animaux. Ah, je dois dire, ce que j'aime dans ce métier, c'est la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté d'imaginer, la liberté de faire des nouvelles choses. J'ai choisi de travailler en filière porcine pour travailler auprès des éleveurs et les aider au quotidien en apportant mon expertise sanitaire et technique. Moi, ce que j'aime, c'est le côté pluridisciplinaire du métier, à savoir qu'on va toucher sur l'alimentation, la reproduction, la ventilation et bien entendu le sanitaire. La deuxième chose, c'est que en plus, on peut effectivement faire des essais de recherche appliquée. Et enfin, à mon âge, c'est de pouvoir transmettre aussi à des jeunes. Parce que la production porcine, c'est vraiment le top. Pourquoi je le recommanderais aujourd'hui? J'ai évolué énormément durant ma carrière, mais aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est le bien-être animal. Et l'évolution et la place que prend le véto sur ce thème-là me paraît primordial. Accrochez-vous, allez-y, occupez-vous de bien-être. Alors, j'espère que vous avez bien entendu. Moi, j'adore cette vidéo parce qu'en fait, elle résume réellement ce qu'est le métier de vétérinaire porc. On pourrait faire la même chose au niveau des vétérinaires volailles. Hein. C'est exactement la même chose. Mais vous voyez, c'est un métier qui est méconnu, mais c'est un métier dans lequel on va certes faire de la médecine individuelle, mais ce n'est pas tant notre métier. On va surtout gérer des troupeaux. Et donc, aider les éleveurs dans leur quotidien pour s'améliorer et améliorer le bien-être, notamment dans leurs élevages. Alors, c'est un métier, c'est avant tout un métier qui fait appel à des équipes. Si vous n'êtes pas fait pour travailler en équipe, ce n'est pas la peine de venir travailler en production porcine. C'est vraiment un travail d'équipe dans lequel vous allez être en contact avec des techniciens d'élevage, souvent des ingénieurs aujourd'hui, des techniciens aliments, des généticiens, d'autres vétérinaires, mais aussi avec le service logistique, j'en parlais tout à l'heure, des gens qui vont s'occuper du transport des animaux parce que vous allez intervenir en termes de bien-être sur le transport des animaux, mais aussi au niveau sanitaire parce qu'il ne va pas falloir ramasser des animaux dans un élevage avant un autre élevage parce que cet élevage-là est contaminé et que l'autre ne l'est pas. Donc, il va falloir que vous gériez tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est un travail d'équipe dans lequel le vétérinaire est souvent le maillon fort, on va dire, le maillon qui permet d'animer l'équipe, mais pas seulement. Hein, si vous n'avez pas cette affinité pour l'animation, pour le management, pardon, vous pouvez très bien déléguer ça à une autre personne. Et bien évidemment, l'objectif de ce travail, c'est d'aider les éleveurs. Et donc, vous voyez, dans mon petit schéma, ici, l'éleveur est au centre de la figure. Alors, vous voyez ici des cochons, mais ça pourrait être des volailles, voire même des petits ruminants, hein, puisqu'aujourd'hui, la filière veau-de-boucherie s'organise exactement de la même façon. C'est un métier dans lequel on est assez peu nombreux. Globalement, on estime qu'on est à peu près 200 vétérinaires en France à s'occuper principalement de volailles et 200 vétérinaires à s'occuper principalement de porcs. Alors moi, je suis plutôt à droite, même si je m'occupe un petit peu aujourd'hui au sein de l'école vétérinaire des élevages de volailles. Et vous voyez la répartition géographique. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, on est surtout des productions centrées sur le
sur l'ouest de la France, hein, vous voyez, la Bretagne, hein, notamment en production porcine, hein, puisque ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, hein, ici, vous avez 60% de la production porcine dans les 4 départements en Bordeaux. Et si on inclut ces départements ici, là, que je dessine, bah, vous êtes à 80% de la production. Bon, on peut faire du porc ailleurs. Moi, pendant 20 ans, j'étais installé ici. Voilà. Et moi, je m'occupais d'élevage dans cette zone-là. Moi, pendant 20 ans, j'étais ici, avant d'être là, puisque c'est ici qu'est l'école vétérinaire d'Alfort. Mais il est clair que si on veut travailler dans ces productions-là, on a plutôt tendance à aller dans l'ouest, c'est ce que j'ai fait en début de carrière. En production volaille, c'est un peu plus dispersé. Alors, on retrouve une forte proportion de vétérinaires et d'éleveurs dans l'ouest de la France, mais on en retrouve évidemment dans le sud-ouest, et on pense notamment au canard et à la filière foie gras. Voilà, Yves, ce que je voulais dire. Je vais peut-être te redonner la main et te proposer de repartager ton écran. Non, tu peux peut-être garder la main, s'il te plaît, puisque après, il y a encore une vidéo et que mon son ne passe pas. Ok, pas de problème. Voilà. Donc, merci, Maxime. Donc, et puis, ouais, pour les volailles, n'oubliez pas aussi que, par exemple, du côté du sud-est, vous avez aussi tous les poulets de Bresse, etc. Ah oui, Tu peux évidemment, passer. Ici, vous voyez, ici, le sud-est, là, bien sûr qu'il y a le poulet de Brest. Ah là là, bien sûr, qu'est-ce que j'allais oublier. Alors, on va ici. Ah, voilà. Je te vois bien, je te reconnais bien là, il est très gourmand. Bah, écoutez, en général, dans ce milieu-là, il y a alors, quand on travaille en milieu rural, en général, effectivement, on apprécie beaucoup la gastronomie, avec notamment les bons produits, notamment les AOP, hein, tout ce qui est appellation d'origine protégée, avec les, alors, du côté bovin, il y a aussi tous les fromages que vous pouvez retrouver, reblochon, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Roquefort, enfin tout ce que vous voulez, et donc avec des bons produits. Et donc, naturellement, les vétérinaires aussi agissent dans ce domaine. Alors, d'une part, en protégeant la santé des animaux, mais également en assurant que, en s'assurant que, ouais, que que tout se passe bien avec la bonne santé pour les animaux, mais aussi donc des produits de qualité, du lait de qualité, de la viande de qualité, etc. Et donc, comme ça, on participe aussi à la santé publique des hommes, avec donc ce qu'on va appeler donc la santé publique vétérinaire. Voilà un petit peu d'une façon générale ce à quoi on peut penser. Et en même temps, je suis désolé, j'ai essayé de répondre à à une question en ligne sur le fait de travailler en élevage. Alors non, c'était pas ça, c'était tout à l'heure, il y avait une question sur les laboratoires, voilà, les structures en lien avec les animaux de production qui pourraient accueillir des stagiaires, notamment des laboratoires d'analyse. Oui, il y a des laboratoires d'analyse, donc dans chaque département, vous avez des laboratoires vétérinaires départementaux qui peuvent éventuellement vous accueillir pour justement faire un certain nombre de stages, etc. Bien, alors pour continuer, tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît, Maxime. Et donc là, vous allez pouvoir répondre à cette question suivante sur les rôles du vétérinaire rural. Donc là, ce sera sous forme d'un... Ah non, d'accord. Je peux peut-être... Tu préfères Ouais, peut-être que tu je... reprends la main parce que j'ai peur que je ne puisse D'accord, pas lancer le woodclap. Oui. ça marche. Bon, allez. Donc désolé hein, pour ces petits problèmes techniques. Voilà, je reprends la main, je passe à la diapo d'après. Voilà, je vais vous montrer voilà, la question. Donc, quels sont les rôles du vétérinaire rural? Donc maintenant, je vais vous demander vous-même là de cliquer un petit peu et puis de m'écrire ce à quoi vous pensez. Euh, En quoi ça consiste? Donc, les rôles du vétérinaire rural d'une façon générale, on vous en a parlé un petit peu depuis le début. On a échangé avec vous, pardon, sur ces différents rôles, notamment par notre présentation, mais aussi dans le chat. Là, vous avez vu pas mal de réponses, hein. Merci Maxime pour les nombreuses réponses que tu as déjà apportées. Et donc, probablement, vous avez un certain nombre d'idées. Je vois qu'il y a déjà près des trentaine de réponses. Donc, on va regarder peut-être un peu ensemble à quoi ressemblent vos réponses sous forme d'un nuage de mots. Et puis, on rebondira dessus par la suite pour voir un petit peu ce que vous en avez un petit peu retenu. Alors, ça paraît un peu petit. Pardon? Non, c'est en direct, c'est pour ça que je le mets. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, j'ai coupé le micro de Cindy.
Bon, ça paraît un petit peu petit, c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment faire pour l'avoir en plus grand. Euh, Donc on voit qu'il y a pas mal de mots-clés qui ressortent. Alors animal, conseil, soigner, santé. Donc effectivement, le vétérinaire, c'est d'abord l'acteur de la santé des animaux, mais on a également tout ce qui est autour du conseil. Je l'avais cité dès le début. Vous avez aussi Maxime qui est revenu dessus avec tous les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble des professionnels. On a également effectivement tout ce qui est autour du bien-être, mais aussi quand on parle de santé, il y a la santé des animaux, mais aussi la santé des humains qui travaillent à leur contact. N'oubliez pas non plus qu'on peut avoir des maladies qui sont à la fois communes à l'homme et à l'animal, on parle de zoonose, et le fait de prévenir ces maladies chez les animaux les prévient aussi chez l'humain. Donc on parle bien là de santé publique vétérinaire. Donc merci pour vos très nombreuses réponses. Donc voilà, qui nous font un nuage de mots, donc qui est très 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 complexe. Donc je vous propose maintenant de passer à la... Peut-être que tu peux aller voir dans ton navigateur si tu peux pas grossir un peu. Bah, je vois pas très bien comment, parce que là, regarde, ma Non. diapo, elle est en grand. Et en fait, ce qui est petit, là, ce sont juste les mots qui sont là. Ah, c'est la diapo, ouais, mais je comprends pas. Je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est Mais moi non dommage. plus. Mais ouais, mais tu sais bien, depuis qu'on est passé avec la nouvelle version de PowerPoint, ça nous fait ça. C'est pénible. Ouais, Bon, donc voilà, navré que ça soit aussi petit, mais en tout cas, vous voyez quand même on voit ressortir des mots malgré tout. Bon, il y a éleveur, il y a prophylaxie, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, qui sont des rôles majeurs du vétérinaire rural, les échanges avec les éleveurs, le soutien aux éleveurs, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. La prophylaxie, c'est quelque chose de majeur également dans le cadre de notre travail. Je pense que là, tu peux reprendre la main, Maxime, puisque j'aurais besoin que tu passes la petite vidéo qu'on a eu, enfin en tout cas que l'Ordre national des vétérinaires a préparé, et où vous verrez un de nos anciens étudiants qui occupe une place importante aujourd'hui au sein des groupements techniques vétérinaires et qui a été également un de nos assistants hospitaliers il y a de cela quelques années. Alors, vous me laissez une petite seconde si vous voulez bien, parce que je vois qu'il m'a laissé mon surligneur et je voudrais qu'il me donne ma souris. Et je vous lance ça tout de suite. Mettez les casques à fond, parce que j'ai vu qu'il y a eu un problème tout à l'heure. Il y a des gens qui trouvaient que ma vidéo passait pas fort. Mettez le volume à fond. À tout de suite. On est vraiment ingénieur de l'élevage parce qu'on n'est pas juste médecin, on ne soigne pas un animal. C'est notre travail aussi au quotidien d'essayer aussi bien d'améliorer le bâtiment que d'améliorer l'alimentation et tout l'environnement du bovin pour qu'on ait le moins de pathologies. Notre but, il n'est pas uniquement comme en médecine canine, juste de soigner l'animal malade. Notre but, on se rapproche plus, je dirais presque de la médecine chinoise, où on est là pour que les animaux ne tombent pas malades. Voilà. Merci Maxime. Donc vous avez entendu effectivement Paul vous présenter un petit peu les rôles du vétérinaire en milieu rural et en particulier du vétérinaire intervenant pour sa part du côté essentiellement des bovins. Vous voyez que ce sont des rôles très très variés. Donc on retrouve ici les nuages de points qui ressemblent un petit peu à ceux que vous avez présentés tout à l'heure, que vous avez proposés, hein, avec le bien-être, la chirurgie, le diagnostic, les perfusions, les soins, les veaux, la génétique, les mammites, l'environnement, la césarienne. Vous voyez, on a beaucoup de choses, beaucoup de rôles en tant que vétérinaire. Et donc tous ces rôles correspondent en fait à un certain nombre de compétences qui sont acquises par le vétérinaire. Alors en partie au moment de ses études, mais bon, les études elles sont relativement courtes avec beaucoup de choses à apprendre. Et donc naturellement, quand un vétérinaire sort d'une école, il n'est pas encore en capacité de répondre un petit peu à l'ensemble des missions qui vont lui être confiées. Et donc il va continuer à monter en compétences au cours de ses premières années d'exercice professionnel. Et ces compétences, ce sont d'abord bien sûr en tant que vétérinaire des compétences médicales et chirurgicales. On est tous docteurs en médecine et chirurgie vétérinaire à la fin de nos études. Et donc tout ça, ça suppose bien sûr, pour des missions de médecine et de chirurgie, d'être empathique vis-à-vis de nos patients, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des éleveurs, des propriétaires des animaux, d'avoir des connaissances en anatomie. Il faut quand même savoir reconnaître une vache, où sont les pieds, la tête et la queue.
en physiologie, savoir un petit peu comment ça fonctionne, hein, avec le rumen qui est ici situé à gauche. L'infectiologie, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les contaminants biologiques, hein, les virus, les bactéries, les parasites. Et puis des connaissances en thérapeutique et pharmacologie. Hein, il faut savoir utiliser de façon la plus précise possible et la plus intelligente et efficace possible les médicaments dont on dispose dans la pharmacopée, par exemple les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antiparasitaires, pour éviter que ces molécules magiques ne perdent leur efficacité trop vite. Hein, donc il convient d'être très très conscient de la valeur de ces produits. Il faut aussi avoir des compétences dans le domaine du conseil aux éleveurs avec la médecine de troupeau. On va l'illustrer un petit peu tout à l'heure. La médecine de troupeau, Maxime vous en a parlé, puisque en médecine porcine, on ne fait quasiment que de la médecine de troupeau. Et donc, il y a des conseils qu'on apporte systématiquement aux éleveurs. Donc là encore, ça demande beaucoup d'empathie, puisqu'il faut naturellement se projeter, comprendre un petit peu quels sont les problèmes rencontrés par l'élevage et l'éleveur, et puis faire preuve de pédagogie pour essayer d'améliorer et de le soutenir dans son travail. Et puis, bien sûr, il faut des connaissances en épidémiologie, c'est-à-dire comment diffusent les maladies au sein des troupeaux, entre les élevages, au sein des régions, etc. Des connaissances, comme l'a dit Paul Perrier tout à l'heure dans la vidéo, en nutrition. Ça veut dire savoir comment est-ce qu'on nourrit correctement un animal pour qu'il soit en bonne santé. Un animal bien nourri, eh bien, il produit bien, il reste en bonne santé. Des connaissances en zootechnie. Hein, quand vous mettez des vaches dans des bâtiments trop sombres ou avec pas suffisamment de place, pas suffisamment de volume d'air, elles risquent plus facilement de tomber malades que si vous avez des bâtiments confortables, bien lumineux, avec beaucoup de paille ou avec des tapis, des logettes, etc. Donc avec des données aussi autour du bien-être. Un animal bien nourri et dans des bonnes conditions d'élevage, il va avoir effectivement un bien-être. D'ailleurs, dans la définition de la bonne santé, donc dans l'OMS, il y a la notion de bien-être également, et ça vaut également pour les animaux. Des connaissances aussi en vaccinologie, donc en médecine préventive. Il faudra aussi avoir des compétences au niveau des aspects sanitaires, car en tant que vétérinaire, vous êtes garant des aspects sanitaires. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec ce volet-là de santé publique vétérinaire, avec éventuellement des missions de certification. Vous allez certifier finalement que, directement ou indirectement, que les animaux ne présentent pas de signes de maladie. Donc ça, c'est direct par l'intermédiaire des certificats que vous pouvez rédiger, mais vous pouvez aussi participer à cette certification au travers des opérations de prophylaxie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, au tout début, je vous ai présenté des diapositives où on voyait des prises de sang effectuées sur des vaches ou sur des moutons. Et ces prises de sang nous permettent de savoir si les animaux sont indemnes de telle ou telle maladie. Donc là, ça peut être la brucellose, ça peut être également, alors non pas par prise de sang, mais avec des intradermaux, ça va être la tuberculose, etc. Et donc là encore, on protège la santé publique puisque ce sont des maladies potentiellement transmissibles à l'homme. On a aussi des missions de contrôle des denrées animales, ça va plutôt être autour des abattoirs ou dans les abattoirs que des vétérinaires vont intervenir à ce titre. Et puis, toujours pour le garant des aspects sanitaires, même si là je ne l'ai pas écrit, vous pouvez également intervenir dans ce domaine en travaillant dans les laboratoires d'analyse vétérinaire, donc qui sont des laboratoires majoritairement départementaux et dans lesquels vous allez travailler là aussi je dirais auprès des éleveurs de façon un petit peu indirecte, mais pour là aussi garantir les aspects sanitaires des élevages. Vous êtes aussi donc garant de la santé humaine, on en a parlé tout à l'heure, avec des connaissances en épidémiologie, en infectiologie, en pharmacologie, avec très souvent des connaissances plus poussées sur les maladies zoonotiques que les médecins eux-mêmes. Hein. Très souvent, quand vous interrogez des vétérinaires sur la maladie de Lyme, ils sont capables de vous dire c'est Borrelia burgdorferi et c'est transmis par les tiques. Les médecins, c'est un petit peu moins le cas la plupart du temps. Et puis enfin, on a des connaissances. Alors tout à l'heure, Maxime vous a parlé de management. Hein. Naturellement, un vétérinaire, vous avez vu que ce sont des clientèles qui sont de plus en plus importantes. C'est un chef d'entreprise. Et donc, il y a des connaissances aussi autour de ces domaines-là qu'il convient d'acquérir. Alors, on va prendre un exemple aussi sur ce que c'est que la médecine de troupeau. Donc, Maxime vous en a parlé tout à l'heure avec les cochons. Mais là, je vais vous prendre un exemple. Ça va être les problèmes respiratoires chez les veaux. Imaginons que vous ayez un seul veau qui, à un moment donné... Oui, pardon? Tu as coupé ton micro, Maxime. Ouais, je disais juste, excuse-moi, depuis tout à l'heure, c'est moi qui ai la main, et tu passes des diapos, et en fait, on les voit pas. Et moi, je suis en train de répondre dans le chat. Donc, Ah, on voit pas mes diapos. On n'est pas sur... non, on n'est pas sur ta présentation, excuse-moi. Donc, on t'écoute, et moi, je réponds dans le chat, et je ne m'aperçois pas que tu passes pas tes diapos. Et c'est quand tu parles d'approche de troupeau que je me dis, mince, donc tu reprends peut-être la main?
Ah bah, j'ai la main et j'ai partagé. Donc, si, on voit les diapos. Il me le dit, c'est toi qui les vois pas. Je suis désolé. Donc, bon, donc tout Désolé, va bien. excuse-moi. Non, pas de problème. Donc, en fait, on est. Tant mieux, tant mieux. Donc, imaginons un veau, hein, ici un petit charolais, chez un éleveur. Donc, on voit que d'un certain âge là, qui a quelques vaches allaitantes, quelques mères, quelques nourrices, et qui présente des troubles respiratoires. Le veau, il a commencé de tousser, il respire pas bien, etc. Et donc, dans ces conditions, eh bien, on peut être appelé à intervenir sur ce seul veau malade et avoir une approche individuelle. On va établir le diagnostic, dire voilà, vu son âge, il est fort probable qu'il ait souffert d'une infection par le virus respiratoire syncytial bovin. Et écoutez, comme on sait que dans ces cas-là, il va présenter tel ou tel trouble derrière, je vous propose tel ou tel traitement. Et donc, vous traitez l'animal malade. Ça, c'est une approche individuelle, c'est quelque chose de classique. Et après, vous pouvez aussi intervenir avec une approche de troupeau. C'est-à-dire que vous allez être appelé, cette fois-ci, non pas pour un veau malade, mais pour le 5e, le 6e, le 7e veau malade, ou un lot d'animaux qui est atteint. Et à ce moment-là, vous allez avoir une approche où vous allez aborder un certain nombre d'éléments pour voir un petit peu pourquoi cet animal est malade. Et donc, dans ces conditions, vous allez chercher à découvrir les causes de cette maladie. Alors bien sûr, il y a des causes infectieuses potentiellement, mais il y a peut-être également d'autres causes que les causes purement infectieuses. Parmi celles-ci, il peut y avoir un défaut de conception du bâtiment. Imaginons qu'il y ait des courants d'air, que les animaux aient froid. Forcément, ça va favoriser les troubles respiratoires. Imaginons que vous ayez beaucoup d'animaux d'âges différents qui sont les uns à côté des autres. De la même façon, ça va favoriser leur contamination précoce et favoriser les troubles respiratoires. Imaginons également que vous ayez beaucoup d'animaux les uns sur les autres, qui soient donc avec des espaces relativement limités. Ça va augmenter la charge microbienne au sein du troupeau, et donc ça va favoriser les troubles respiratoires. Et si, imaginons également que les vaccins qui soient mis en place ne soient pas dirigés contre les agents pathogènes dont souffre l'élevage. Donc vous avez une protection vaccinale inadaptée. Il va falloir peut-être revoir complètement tout ce programme vaccinal. Et donc, dans ces conditions, vous voyez qu'en tant que vétérinaire, non seulement vous allez établir un diagnostic sur les animaux, mais vous allez aussi vous intéresser au bâtiment, éventuellement faire un audit bâtiment, vous intéresser à la conduite de l'élevage, avec donc des aspects de zootechnie, et puis essayer d'ajuster de la façon la plus précise possible les programmes vaccinaux pour empêcher que la maladie ne s'exprime sur d'autres animaux. Donc, vous allez plutôt avoir une approche en amont, plutôt une approche préventive et pas juste une approche thérapeutique. C'est ça l'approche de troupeau qui vous amène à vraiment avoir une approche globale sur l'ensemble du cheptel. Pour terminer un petit peu cette présentation, donc on s'approche un petit peu de la fin, on va revenir sur ce que peut être une journée type du vétérinaire rural. Par exemple, le matin, vous avez programmé d'aller faire un suivi de reproduction. Et donc, vous commencez par faire des échographies transrectales pour vérifier les diagnostics de gestation, vérifier la présence éventuelle de métrite, vérifier éventuellement de la fertilité, est-ce qu'il y a un corps jaune ou pas sur l'ovaire. OK. Et puis après être allé chez Monsieur Martin, eh bien, vous allez chez Monsieur Durand, et chez Monsieur Durand, eh bien, il y a un vélage qui était urgent. Donc, comme c'était vous qui étiez le plus près, vous y êtes allé et vous réalisez la césarienne, pardon, le vélage ici. On voit là une véleuse et vous aidez le veau à sortir. Et puis après, vous êtes allé chez Monsieur Dupont parce qu'à côté de chez Monsieur Durand, il y a Monsieur Dupont qui se plaint d'avoir des petits soucis avec des animaux qui maigrissent, qui ont de la diarrhée. Et puis, en plus, c'était peut-être des moutons. Et du coup, vous faites un prélèvement de matière fécale et vous revenez à la clinique et vous faites une coproscopie et vous voyez effectivement des parasites, dans des œufs de parasites dans les selles. Et puis, pour finir votre matinée, juste à côté, il y a effectivement un cheval qui est malade avec des coliques. Et donc, ce sont des coliques médicales, donc fort heureusement, il n'y a pas de chirurgie à envisager, mais vous pouvez effectivement soulager cet animal. Ensuite, vous partez déjeuner, et puis dans l'après-midi, on vous appelle parce qu'il y a un souci chez le voisin de Monsieur Durand. Et là, c'est plutôt un problème de mamite qu'il n'arrive toujours pas à résoudre. Et donc, comme vous lui en aviez parlé, il vous a demandé de venir faire une visite de traite. Et donc, vous faites la visite de traite le soir. Et au passage, vous constatez effectivement un certain nombre de choses, comme tels que par exemple des problèmes d'hygiène au niveau des pieds. On voit que là, les pieds sont particulièrement sales. Et vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi finalement il a des problèmes de cellules dans son lait.
Et puis ce soir-là, vous avez donc Monsieur Martin, Monsieur Dupont, Monsieur Durand, tous ces éleveurs que vous avez invités à une réunion de formation, justement autour d'un sujet particulier. Imaginons par exemple que ce soit le sujet du parasitisme, et vous avez décidé ce jour-là de dire, bah tiens, comment est-ce qu'on peut mieux gérer le parasitisme en utilisant moins d'antiparasitaires? Sujet d'actualité s'il en est. N'oublions pas non plus que l'éleveur a toute sa place dans les défis de l'élevage. On est vraiment en milieu agricole avec un monde agricole qui souffre. Donc là, je ne vais pas du tout changer. Enfin, ces diapos-là, vous allez le voir, ne sont pas modernes par rapport à tout ce que on a pu faire les années d'avant. Et pour autant, elles sont toujours d'actualité. On en entend parler vraiment en ce moment avec l'agribashing, c'est-à-dire donc toutes les gens là qui disent du mal de l'agriculture, du monde agricole d'une façon générale. Il y a aussi une moindre consommation globale des produits animaux, que ce soit le lait, la viande, etc., pour des raisons de santé notamment, mais aussi pour des raisons de baisse de revenus. Alors donc baisse des revenus qui se retransmettent automatiquement sur les éleveurs eux-mêmes. L'ouverture potentielle du marché européen aussi à de grands exportateurs. Donc là, on connaît notamment l'histoire du Mercosur là, qui va bientôt s'ouvrir ou pas au marché européen. Il y a l'histoire du bien-être animal en élevage qui est une problématique extrêmement importante. Vous l'avez entendu tout à l'heure, à la fois dans les vidéos de Maxime et moi. Donc c'est une problématique très importante pour le consommateur et qui participe à l'agribashing. Quand on voit que par exemple, on a des petites vidéos de certaines associations dont je tairai le nom, mais qui mettent en avant le fait que les pauvres animaux souffrent dans les élevages. D'abord déjà sur quoi ils se fondent et on peut se le demander avec toujours quand même un parti pris qui est toujours un parti pris particulier et qui n'est absolument pas compensé par une approche rationnelle des questions qui sont soulevées. Donc, ça participe à l'agribashing et à la souffrance du monde agricole. Donc, il faut vraiment aborder ça. Il y a aussi le développement de la résistance des bactéries aux antibiotiques, qui est mon sujet de recherche, ou des parasites aux antiparasitaires, avec des alternatives à apporter à certaines pratiques médicales pour éviter que ces produits ne soient plus aussi efficaces. Il y a aussi toute la question de l'agriculture biologique, donc avec la possibilité ou pas de recourir à certains traitements. Il y a les risques infectieux qui interviennent un petit peu de façon augmentée, émergente dans un contexte de réchauffement climatique, même si certains nient qu'il existe, il y a réchauffement climatique, et en tout cas une modification du climat. Et la place de l'élevage dans le monde de demain avec son empreinte écologique, comment la baisser, comment essayer d'avoir un impact moins important, une décarbonation des élevages, une décarbonation des cliniques vétérinaires, tout ça, ce sont les enjeux de demain. Donc un vétérinaire, dans ce cas-là, il contribue à faire valoir les bonnes pratiques en élevage tout en améliorant les marges de l'éleveur. Donc il a vraiment un rôle, le vétérinaire, pour aider le monde agricole à souffrir un peu moins. Il a aussi un rôle pour améliorer le bien-être en élevage et s'assurer qu'il est respecté. Donc c'est une thématique d'importance dont la profession s'est emparée. Et puis pour améliorer les 3 derniers points que vous avez en dessous, et notamment les interventions dans des structures telles que les élevages biologiques. Il y a un accompagnement technique des éleveurs à pousser, parce qu'un éleveur qui travaille en élevage biologique, s'il veut pouvoir survivre, il faut que ça soit un bon éleveur. Donc en général, les éleveurs biologiques sont des bons éleveurs. Donc le vétérinaire rural, pour finir, on a vu tout à l'heure qu'on avait une petite érosion là, du nombre de vétérinaires chaque année qui travaillent en milieu rural. Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition, comme on le montre avec un petit peu d'humour ici? Alors c'est un secteur de l'élevage qui est en difficulté, mais qui est en réorganisation, avec quand même une pénibilité du métier qu'il ne faut pas se cacher. Alors dans les idées reçues que je voudrais battre en brèche aujourd'hui, il faut être grand et costaud. C'est absolument faux. On a aujourd'hui des jeunes collègues féminines plus petites que nous et qui, franchement, sans aucun problème, peuvent très bien se charger de césariennes, etc. Il y a des stratégies à adopter, mais il n'y a pas besoin d'être grand et costaud pour travailler en rural. D'autre part, je vous rappelle aussi qu'on peut travailler en milieu rural et plutôt sur les animaux de compagnie. On a l'impression d'avoir fait le tour rapidement de toutes les questions autour de l'élevage des animaux de production. Très bien, donc si vous avez en très très peu de temps l'impression d'avoir fait le tour, c'est probablement que vous avez oublié beaucoup de choses, puisque Maxime et moi, ça fait maintenant quelques décennies qu'on travaille en milieu rural d'une façon générale, en tout cas sur des espèces d'animaux de rente, et franchement, on n'a toujours pas fait le tour. Donc il y a beaucoup de choses à continuer d'apprendre avec de la formation continue tout au long de sa vie. Par contre, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, c'est la permanence de continuité des soins. Et ça impose des astreintes, des gardes dans les clientèles. Et c'est certain que ça peut être un peu lourd et que ça peut être un petit peu difficile. Mais il y a des aménagements. On a vu que les clientèles sont assez grandes. Quand vous êtes dans une clientèle avec 20 vétérinaires,
la garde, elle intervient beaucoup moins souvent que quand vous êtes seulement 2 ou 3. Hein, et donc, n'oublions pas ça. Voilà, puis qu'est-ce que je voulais ici mettre en dernier? Je ne sais même plus pourquoi j'ai mis cette image. Ah si, c'était pour montrer que bah, finalement, la rurale, comme on peut le voir, hein, ça représente en gros la moitié des vétérinaires, un petit peu moins, hein, puisqu'on a 57% des vétérinaires qui travaillent en animaux de compagnie, et sinon, bah, ceux qui travaillent sur les autres espèces, ça représente à peu près la moitié des vétérinaires. Donc, pour qui est destiné finalement le travail de vétérinaire en milieu rural? Autrement dit, parmi vous, qui pourrait être intéressé? Bah, tous ceux qui aiment travailler avec des animaux de ferme ou avec des professionnels, tant comme les éleveurs, les techniciens, les transporteurs dont on vous a parlé déjà depuis tout à l'heure. C'est celui qui aime les animaux, mais pas seulement, il faut aimer les hommes aussi, puisqu'il va falloir conseiller les éleveurs, il va falloir les aider à améliorer la situation, et puis l'homme, et puis il faut aussi aimer l'environnement, puisque quand vous êtes en milieu rural, vous savez que les éleveurs contribuent à l'entretien du milieu, et donc en tant que vétérinaire, vous contribuez également à cela. C'est celui aussi qui va travailler à faire avancer l'élevage, à le faire progresser techniquement avec l'amélioration de la santé des animaux, puisque c'est notre casquette majeure, hein, mais aussi financièrement et également autour du bien-être animal. C'est aussi celui qui aime la campagne, la nature, et qui préfère ça plutôt que de vivre dans seulement 25 mètres carrés en ville, voilà, et puis entouré de béton et de gaz asphyxiants. Donc avec une activité en extérieur, comme on l'a vu tout à l'heure à plusieurs reprises en élevage, en image, pardon. Et puis c'est celui qui accepte de travailler la nuit, le week-end. Alors pas forcément tous les week-ends, pas forcément toutes les nuits. Ça c'est pour la bovine, hein. On sait que pour la porcine par exemple, il n'y a pas de problème de nuit et de week-end. Mais bon. Toutefois, on voit qu'effectivement, vétérinaire rural, c'est un contexte un petit peu particulier. Voilà, voilà, donc on a terminé cette présentation. Bah, j'espère qu'on vous a donné envie éventuellement d'aller travailler en milieu rural plus tard, donc y compris sur Alfort. D'ailleurs, c'est ça qui m'étonne. Ah oui, voilà, il me semblait bien que j'avais une image de notre équipe. Donc vous reconnaissez Maxime ici, moi je suis ici. Voilà, et vous êtes là devant les étables de l'école vétérinaire d'Alfort, donc des étables qui sont à la fois anciennes et modernes, avec un équipement tout à fait actuel. Et donc, n'hésitez pas à venir sur Alfort pour travailler également en milieu rural. À très bientôt. Alors, il y a peut-être quelques questions, on va peut-être échanger avec Merci. Emma à ce propos. Ouais, merci beaucoup Yves. Emma, j'ai essayé de répondre Oui. à pas mal de questions au fur et à mesure, mais peut-être j'en ai loupé, donc on te fait confiance pour les avoir repérées. Oui, j'ai vu. Alors, merci beaucoup déjà pour la conférence. Alors, il y en a certains qui étaient intéressés, enfin, qui voulaient avoir des informations sur le rôle du vétérinaire rural en abattoir et en laboratoire. Alors, je vais peut-être parler de l'abattoir, puisque c'est peut-être un peu plus mon domaine que celui de Yves, puisque j'ai la chance d'emmener les étudiants en abattoir durant le cursus vétérinaire. Alors, le vétérinaire en abattoir, il y a deux rôles. Alors, le rôle principal est un rôle d'inspecteur. Donc, c'est une autre filière que nous n'abordons pas avec Yves. C'est le rôle, ce qu'on appelle des ISPV, hein, les inspecteurs en santé publique vétérinaire. Et le rôle d'un vétérinaire en abattoir, et là, son rôle, c'est de contrôler la qualité sanitaire des carcasses qui vont derrière être mis en vente pour être consommées par le citoyen. Il peut y avoir un autre rôle, alors plus marginal, c'est celui que moi j'occupe, c'est-à-dire qu'on va aller en abattoir pour utiliser l'abattoir dans un suivi sanitaire d'un élevage, mais c'est beaucoup plus marginal. Mais dans le cadre le plus commun, voilà, le vétérinaire a pour rôle de contrôler la qualité des carcasses. En laboratoire, c'est un petit peu différent. Alors, en laboratoire d'analyse, hein, je ne sais pas si vous parlez de laboratoire d'analyse ou laboratoire pharmaceutique, hein, mais en laboratoire d'analyse, il va être là pour souvent être garant, être chef d'une équipe, et cette équipe va être là pour faire des analyses sérologiques, des analyses bactériologiques, des analyses PCR, etc. Et généralement, le vétérinaire est là pour garantir la qualité des analyses et pour manager l'équipe. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui vient de demander s'il y avait une école que vous conseillerez pour faire vétérinaire rural.
Il n'y en a qu'une. Non, bon, Yves et moi, on enseigne tous les deux à l'école vétérinaire d'Alfort, donc on ne peut pas dire autre chose que de venir à Alfort pour faire de la production, pour des productions animales. Mais il y en a pas une meilleure que les autres. Hein. Dans les 4 publics, les 4, les 4 écoles se valent. On a tous des bassins de production un petit peu différents. Alors, il est clair que Toulouse est dans le sud-ouest, Nantes est beaucoup plus proche de la Bretagne et Lyon dans le sud-est. Hein. Ça, je vais rien vous apprendre. Mais malgré tout, à Alfort, on arrive à accueillir des animaux de production. Et puis aujourd'hui, l'hôpital de l'école vétérinaire Alfort est parmi les hôpitaux, voire l'hôpital qui accueille le plus d'animaux de privé. Alors, c'est vrai que nous, on accueille beaucoup plus d'animaux de gens qui ont un mouton pour tondre le gazon ou une chèvre de compagnie, mais on arrive à avoir beaucoup d'animaux quand même à l'école vétérinaire d'Alfort. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une école meilleure que les autres aujourd'hui sur les productions animales. Alors après, en termes de spécialité, si vous voulez faire du porc, ben, c'est plutôt Alfort ou Nantes, pour être clair. Si vous voulez faire de la volaille, c'est plutôt Toulouse. Et après, si vous voulez faire des animaux de production type ruminant, ben là, je dirais les 4 écoles se valent. Tu es d'accord avec moi, Yves? Oui, parfaitement, avec évidemment des petites couleurs différentes, hein, parce que par exemple, du côté d'Alfort, on a plutôt tendance à avoir un bassin de production laitier, d'une part, et d'autre part, beaucoup de petits ruminants, des moutons et des chèvres, qui passent par notre hôpital. Du côté de Nantes, c'est donc un grand bassin de production, comme tu l'as dit, avec un bassin de production qui est à la fois laitier et allaitant, puisqu'ils ont les Charolais de la Vendée, pour faire simple, hein, qui est quand même le deuxième département producteur de Charolais, et puis naturellement tout le bassin laitier de l'Ouest. Alors que Toulouse est très branché allaitant, avec donc les vaches limousines, blondes d'Aquitaine, etc. Et que enfin du côté de Lyon, alors on a un peu d'allaitant avec des charolaises, et puis on a aussi tous les petits élevages laitiers là, des monts du Lyonnais, donc avec plutôt de l'élevage en petite montagne. Merci beaucoup. On avait une question qui demandait quelle était la place de la télémédecine dans le milieu rural. Tiens, je vais prendre la main, Yves. Alors, la télémédecine aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est totalement autorisé. Alors, je ne sais pas si vous savez, on est réglementé, notre profession est réglementée et diligentée par une structure qui s'appelle l'Ordre des vétérinaires. On doit tous adhérer à ce qu'on appelle l'Ordre des vétérinaires, et c'est l'Ordre des vétérinaires qui dit ce que l'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et aujourd'hui, l'Ordre des vétérinaires n'autorise pas officiellement la télémédecine. Mais malgré tout, on en fait tous un petit peu, et c'est quelque chose qui va évoluer dans les années à venir. Alors, la télémédecine, ça dépend à quel niveau vous la placez. Si c'est simplement de répondre à un coup de fil, bah ça, on en fait tous. Hein. On a un éleveur qui nous appelle en disant, voilà, j'ai une vache qui est malade. Bon, elle a quoi. Bon, on peut faire déjà un premier diagnostic. Alors, ce n'est pas un diagnostic final, mais on peut déjà avoir une idée de ce qu'elle a. Ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui, c'est la télémédecine intégrale, c'est-à-dire de dire à l'éleveur, écoute, tu mets ton smartphone en face de la vache, et puis moi, je vais te dire quoi faire, et puis je vais te dire ce qu'elle a. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Il est probable que dans les années à venir, il y ait une évolution de la législation pour que cela soit autorisé, avec toutes les limites qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'un éleveur n'est pas forcément capable de faire comme un vétérinaire tous les examens cliniques, ce qu'on appelle la propédeutique ou la sémiologie, que nous, on est capable de faire. Malgré tout, il est clair que, au regard de la désertification vétérinaire, alors la désertification, c'est quoi? C'est le manque de vétérinaires en milieu rural. Au regard de la désertification vétérinaire, eh ben, on autorise partiellement ou totalement ce type de pratique. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Yves. Non, alors deux petites choses peut-être. Alors, il y a la télémédecine, effectivement, dont tu viens de parler, et puis il y a des façons de procéder qui
peuvent, sans aide de la télémédecine, s'y apparenter. C'est-à-dire que si par exemple, effectivement, il y a l'éleveur qui rencontre un petit problème, il peut tout à fait appeler son vétérinaire pour disposer de conseils en attendant éventuellement le passage du vétérinaire dans les jours qui suivent. Donc ça peut être par exemple des conseils pour surveiller tel ou tel aspect, vérifier la température sur les vaches autour du village, ce genre de choses. Donc sans pour autant faire de la télémédecine, on peut tout à fait donner des conseils à un éleveur qui s'inquiète d'avoir des animaux par exemple qui ont une baisse d'appétit ou qui ont un poil qui devient de mauvaise qualité alors que jusque-là tout allait bien. Voilà. Et puis alors après, pour insister sur la désertification vétérinaire, vous avez donc des personnes là qui nous ont posé déjà un petit peu la question là dans le chat. Mais là, effectivement, on a aujourd'hui un problème de maillage vétérinaire dans certaines zones qui sont assez marquées, et en particulier dans le milieu rural, puisque dans le milieu rural, on manque cruellement de vétérinaires pour remplacer ceux qui partent à la retraite. C'est-à-dire que majoritairement, les jeunes vétérinaires qui sortent des écoles vont plutôt s'installer en ville ou en périphérie des villes, et donc pour exercer spécifiquement en canine, et alors que les anciens vétérinaires, ceux qui partent à la retraite, ont aujourd'hui encore une activité plutôt dans le domaine rural, et donc on peine à les remplacer. Donc en ce moment, il y a vraiment encore une tension de ce côté-là. Et donc, les vétérinaires qui souhaitent s'installer plus tard en rural, ils ont vraiment toutes leurs chances de pouvoir aller travailler où ils le souhaitent. Merci beaucoup. J'avais aussi une question. On nous demandait du coup si c'était, enfin, quel était votre rôle pour faire respecter un peu le bien-être animal au sein des élevages? Alors, notre rôle, nous, en tant qu'enseignants, il consiste avant tout à sensibiliser tous nos étudiants autour du bien-être animal. Et donc là, comme vous voyez encore à l'écran, là, vous voyez derrière nous là, les étables, chaque semaine, avec nos étudiants, on effectue une évaluation du niveau de bien-être des animaux qui sont hospitalisés. Ça, c'est une façon pour nous de participer justement à cette sensibilisation autour du bien-être. Et sinon, bien, c'est tout simplement le travail effectué par les vétérinaires au quotidien autour des aspects zootechniques aussi, autour donc du logement, autour de la nutrition, qui finalement permettent d'améliorer le bien-être des animaux. Mais alors, les spécialistes du bien-être, très souvent, ce sont les éleveurs aussi eux-mêmes, hein. Et grâce à ça, eh bien, on a une amélioration du bien-être des animaux et donc de leur santé et de leur production. Et donc finalement, tout le monde est gagnant quand on a une amélioration du bien-être. Alors, Voilà. juste pour compléter peut-être ce que tu dis par rapport à l'enseignement, le vétérinaire, sinon, a une place importante dans la gestion, dans le contrôle du bien-être dans les élevages. Alors, si je veux prendre ce que je connais le mieux, hein, la production porcine, aujourd'hui, les éleveurs ont l'obligation de suivre des formations bien-être. Ça fait partie de la réglementation. Et le vétérinaire est la personne qui est là pour former les éleveurs. Donc, on a vraiment un rôle central dans le bien-être des animaux, dans la maîtrise du bien-être des animaux, dans le contrôle du bien-être dans les élevages. Alors, attention, nous sommes des professionnels, nous sommes des scientifiques. Donc, on n'est pas là pour parler du bien-être tel que Madame, Michu le voit. On est là pour parler vraiment du bien-être d'un point de vue scientifique, ce qui est vraiment le bien-être dans les élevages. On s'appuie sur la science pour dire ce que c'est que le bien-être et pas simplement ce que disent les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, Yves a très bien parlé de certaines associations qui sont mes meilleurs amis, qui disent ce que doit être le bien-être dans les élevages. Nous, on est des scientifiques, on doit dire aux éleveurs ce qu'est le bien-être. Mais bien sûr, le bien-être fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Merci Au-delà de beaucoup. l'enseignement. Alors là, il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez parler un peu de l'ostéopathie animale en milieu rural. Ça, c'est pour Yves, c'est pas pour moi. Voilà. Alors, l'ostéopathie, ouais. Alors, l'ostéopathie animale au milieu rural, ça peut concerner toutes les espèces, hein. L'ostéopathie, c'est extrêmement intéressant pour limiter notamment aussi le recours aux médicaments. Je crois que toutes ces médecines complémentaires
et non pas alternative. Alternative, c'est quand on remplace, hein. Donc c'est plutôt pour moi quelque chose de complémentaire. Ça permet d'améliorer le confort des animaux. On parlait de bien-être à l'instant. Eh bien, là, typiquement, on peut rajouter effectivement tout ce qui est on peut améliorer le bien-être et donc limiter plein de choses grâce à l'ostéopathie. L'ostéopathie, donc, il peut se faire sur des animaux de compagnie, sur des chevaux, mais aussi sur des bovins. Alors, sur la partie bovine, ça peut être particulièrement intéressant de proposer une ostéopathie, je dirais presque préventive, sur les veaux après vélage et sur les vaches également après vélage, hein, parce que le vélage, c'est quand même pas quelque chose qui est si facile à supporter. Et donc pour la vache comme pour le veau, eh bien donc c'est quelque chose d'un petit peu, disons, stressant, un petit peu difficile à vivre. Et donc l'ostéopathie peut effectivement, je dirais, améliorer la situation de façon préventive dans ce cas-là. Et puis bah, pour tout ce qui est animaux qui présentent des troubles locomoteurs liés par exemple à des traumatismes, je sais pas moi, par exemple à l'issue d'une chute, à l'issue d'un vélage difficile, etc. Donc les animaux qui ne parviennent plus à se relever, les séances d'ostéopathie permettent de favoriser le retour à la situation normale. Alors pourquoi j'ai dit que moi j'étais pas capable de répondre, c'est que moi aujourd'hui je ne fais quasiment que de la médecine de population. Donc vous vous doutez bien que l'ostéopathie en médecine de population c'est très compliqué. Alors que Yves est beaucoup plus fort que moi en médecine individuelle. Merci beaucoup. J'avais noté une dernière question. C'était est-ce qu'on peut exercer à la fois vétérinaire rural et vétérinaire urbain? Vétérinaire urbain, je connais pas ça. Non, j'imagine que la question devait être, enfin, ou en tout cas signifiait, est-ce qu'on peut à la fois travailler sur les En animaux de canine et en production rural. et sur les animaux de compagnie, donc effectivement à la fois en canine et en rural. Bah, bien sûr, hein, donc on n'a peut-être pas été assez clair, mais ça correspond à la mixte qu'on donne habituellement, enfin en tout cas la définition qu'on donne habituellement de la mixte, où on fait à la fois de la canine et de la rurale, avec une prédominance soit en rural, soit en canine, mais on va dire voilà, j'ai une mixte prédominance animaux de compagnie ou une mixte prédominance rurale en travaillant à la fois sur des chiens et des chats et puis sur des vaches, des moutons, des chèvres. Je vais repartager cette diapositive pour compléter, enfin pour illustrer ce que tu dis. Hein. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Mixte autres et mixte animaux rural. Enfin bref, il y a 75% des vétérinaires en ruralité qui soignent autre chose que des vaches. Quoi, hein. Je ne sais pas si c'est ta diapo, Save. Alors, c'en était une, mais attends, j'en ai une autre là que je vais repartager aussi. Donc, une que j'ai présentée quasiment au début. Alors, peut-être que vous l'avez ratée. Mais voilà, donc là, vous voyez par exemple des vétérinaires qui travaillent sur des moutons, sur des cochons, sur des chevaux, sur des chiens. Et ça, c'est des vétérinaires qui travaillent tous en milieu rural. Voilà, on est en milieu rural et on travaille sur toutes les espèces. Alors, je vais être franc, hein, quand la photo du haut avec la jeune consoeur qui s'occupe de cochons, c'est vrai qu'on s'occupe de cochons, on a tendance à s'occuper que de cochons, on est assez exclusif dans mon métier. Mais avec quelques exceptions toutefois. Avec quelques exceptions. Sur les 200 vétos qui font du cochon, il y a à peu près une cinquantaine d'exceptions. Mais voilà, on a tendance à être assez exclusif tout de même. Mais bon, voilà, c'est lié totalement à la façon dont on exerce et le fait qu'on soit impliqué dans des filières et qu'on soit sur de la médecine de population. Mais rien n'empêche, et j'ai quelques copains qui font à la fois du cochon et d'autres espèces. Voilà. Merci. Alors là, on a une question d'une future candidate post-bac qui aimerait savoir quel stage il serait bien d'effectuer si elle veut faire du rural pour étayer un peu sa candidature. Alors, ni Yves ni moi ne faisons. Yves, tu ne fais pas passer le post-bac, hein, je crois pas. Hein. Si. Si tu le fais maintenant, alors je vais te laisser répondre. Ouais. Parce que moi, je ne le fais pas passer. Oui, enfin, en principe, on n'est pas censé donner de conseils particuliers. Ceci étant dit, pour une future candidate post-bac qui veut faire du rural, bah, je pense que le mieux déjà, c'est d'aller faire des stages, non pas en production, en laboratoire départemental, mais carrément chez des vétérinaires, hein, pour vous assurer que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire.
Moi, je dirais ça dans un premier temps, même si je vois, là, j'ai déjà fait des stages veto, mais allez voir peut-être des clientèles, alors soit un peu plus mixtes, soit des grandes clientèles, soit des petites clientèles, donc dans différentes zones, en plaine, en montagne, etc. Donc c'est déjà le premier, le premier conseil que je donnerais. Et puis, continuez de vous renseigner vraiment sur tout ce qui est démographie vétérinaire, comment ça évolue, tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, voilà. Je pense pas que le fait de faire un stage en abattoir ou en production, etc., soit un plus pour votre candidature. Ça souligne juste votre intérêt pour ce domaine-là. Mais surtout, ce qui est important de mon point de vue, c'est qu'à l'occasion des stages, vous voyez si ça vous convient. C'est vraiment ça l'important, que le stage vous permette de dire c'est ça que je veux faire ou c'est pas ça que je veux faire. Dans tous les cas, c'est toujours positif. Merci. Et là, du coup, quelqu'un demande s'il est possible, à l'inverse, de travailler sur des animaux de production, mais en étant en mixte avec une spécialité canine et non animaux de production. Mais évidemment. Bah oui. Évidemment, alors avec le petit bémol, alors on a énormément de confrères qui font ça, c'est-à-dire qu'ils sont à 70 ou 80% de canines et qui vont faire un petit peu de rural. Moi, à côté de chez moi, hein, moi j'habite, pour ceux qui connaissent, j'habite Montargis, c'est-à-dire dans le sud, en dessous de la région parisienne. Moi, tous mes collègues autour de chez moi, on a très très peu d'élevage dans mon coin, enfin d'élevage de vaches. Donc toutes les personnes travaillent en canine et puis de temps en temps, ils sont appelés pour faire un soin sur une vache. Et mes principaux copains autour de chez moi, ils sont à 10 ou 20% de rural grand maximum. Donc c'est pas un problème. Alors toute la difficulté, c'est de garder la compétence, en fait. C'est-à-dire, quand on fait 80% de canine et seulement 20% de rural, c'est difficile de garder totalement sa compétence, c'est-à-dire vous verrez ça, hein, parce que c'est difficile d'être spécialiste en tout. Hein, vous verrez, hein, quand vous ferez vos études vétérinaires, vous verrez que vous avez beaucoup de choses à apprendre, qu'il y a beaucoup d'espèces, et puis qu'une espèce à l'autre, les choses ne sont pas forcément répétables. Donc, ce n'est pas forcément simple d'être à la fois 80% de son temps sur un chien, et puis de se dire, voilà, 20% de mon temps, il va falloir que je sorte en élevage. Alors, pour faire une césarienne, ce n'est pas le plus compliqué, hein. On a tous l'image d'Épinal du vétérinaire qui sort la nuit pour faire une césarienne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans notre métier. C'est un geste technique, chirurgical, mécanique, répétable. Le plus compliqué, c'est la médecine, c'est le diagnostic. Et ça, garder la compétence en médecine sur l'ensemble des maladies quand on fait que 20% de rural, ce n'est pas forcément le plus simple. Et donc, il est quand même conseillé pour ce type de vétérinaire de pouvoir avoir l'appui, quelque part, d'un autre vétérinaire qui est beaucoup plus spécialisé. Mais c'est totalement possible quand même. Je ne sais pas si tu veux compléter, Yves. Non, c'est tout à fait ça. En fait, selon les régions, vous allez pouvoir vous retrouver à faire plus tôt et plus facilement dominante animaux de production ou dominante animaux de compagnie. Et puis quand vous êtes dans des structures où vous êtes 10, 12, 15 vétérinaires, vous imaginez bien que là, vous allez avoir des vétos qui vont travailler plus spécifiquement dans tel ou tel domaine, donc canine, bovine, ou bien un petit peu les deux. On va passer une question sur Limoges. Excuse-moi, Emma. Ne vous arrêtez pas sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles écoles vétérinaires, une 6e année ici. Ça fait 30 ans qu'on est dans le milieu avec Yves. Des rumeurs, on en a tous les 6 mois. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Peut-être qu'un jour, il y a une école à Limoges. Moi, j'y crois pas, franchement, mais peut-être qu'on me donnera tort dans 5-6 ans, hein, peut-être que j'aurai tort. Je ne crois pas qu'il y ait une 6e année à Limoges, personnellement. On ne vous donnera pas de réponse là-dessus parce que tout ça, c'est ce qui circule dans les réseaux sociaux et qui n'ont pas de fondement. Voilà. Donc, c'était juste pour rebondir sur quelque chose sur le chat. Et je pense que Yves est d'accord avec moi. Comme beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai un scoop. On n'a pas l'école vétérinaire de Metz l'année prochaine. Et pourtant, ça, on en a entendu parler aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y avait une autre question sur est-ce que quand on débute dans le milieu, on peut se faire aider si on ne parvient pas à faire le diagnostic, par exemple? Évidemment. Ça veut dire que j'ai été un très mauvais prof tout à l'heure et que j'ai pas été clair. Parce qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les jeunes vétérinaires s'installent dans des grandes clientèles, enfin au sens nombre de vétérinaires, c'est que grâce à ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile au moment où on débute effectivement de pouvoir appeler un ami. C'est-à-dire vous êtes en élevage. Alors les premières fois, en plus de ça, les vétérinaires ne sont pas complètement stupides. Ils vont vous envoyer plutôt sur des cas relativement simples, sur des diarrhées de veau, sur des bronchopneumonies infectieuses enzootiques en atelier de taurillon, etc. Et puis petit à petit, ils vont vous envoyer sur les cas un petit peu plus complexes. Et à ce moment-là, il te dit, bah, si tu as un souci, tu m'appelles.
Moi, j'ai des papiers à faire à la clinique. Tu m'appelles, je te répondrai tout de suite. Et éventuellement, je viens t'aider s'il y a un souci. Par exemple, bah tiens, tu vas aller faire un déplacement de caillette chez Monsieur Martin. Si c'est un déplacement de caillette simple, pas de souci. Et puis, si jamais bah, vous avez un souci, vous appelez et l'autre veto, il vient et puis il vous aide pour faire la chirurgie. Donc, que ce soit pour faire un diagnostic ou traiter, il n'y a pas de souci. Au tout début, on est toujours aidé. Et puis, en plus, en milieu rural, les vétérinaires, ils ont tellement du mal à trouver des jeunes associés qui veulent, enfin, des jeunes qui veulent s'associer avec eux, qui leur déroulent parfois le tapis rouge. Hein. Totalement d'accord. Et encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, alors dans le chat, hein, Yves ne l'a pas vu passer, 5 ans d'études, c'est très très court pour tout apprendre. Et donc, tout le monde est conscient qu'un vétérinaire qui sort de l'école vétérinaire a encore beaucoup à apprendre. Donc, quand on embauche un jeune vétérinaire, on sait très bien qu'il va falloir faire une sorte d'apprentissage, d'accompagnement. Donc oui, évidemment, 5 ans, c'est très court. Alors, pour vous, ça peut paraître long, mais je vous assure que à nos âges, à Yves et moi, 5 ans, c'est très court. Ah, c'est rien. Ouais. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, merci à vous du coup pour cette conférence qui était très intéressante. Et merci à tous d'y avoir participé. Et je rappelle que les conférences sont disponibles en replay dès le 18 novembre. Et que des contenus sont disponibles en accès libre toute la journée sans inscription sur le forum vétérinaire. Il doit rester une conférence à 16h30. Voilà. Et voilà. Merci à tous et bonne continuation. Bonne journée. Bonne journée à tous et merci d'avoir Bonne journée à partagé tous. ce Merci moment beaucoup avec pour nous. votre attention. À bientôt. Au revoir.